갖고 있죠. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Ce matin, la Chambre continuera d'entendre la déposition du témoin Song Si-keun. Celui-ci sera interrogé par la partie civile, puis par l'équipe de défense de Kyo Sampan. Je demande au greffe de faire rapport sur la présence des parties et des personnes convoquées par la Chambre. La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, sauf l'accusé Ieng Sary. Il est dans la cellule temporaire. Il renonce à être présent physiquement dans le prétoire aujourd'hui. Il en a fait la demande par le truchement de son avocat. Le document de renonciation a été remis au greffe. Concernant le témoin de réserve, M. Hong Tong-heun, il est dans la salle d'attente. Il est disponible en attendant que la Chambre le convoque. Le Président. La Chambre est saisie d'une demande de Ieng Sary. La demande est datée du 8 août 2012. L'accusé renonce à être présent dans le prétoire et demande à suivre l'audience depuis la cellule temporaire toute la journée d'aujourd'hui. Le médecin traitant de l'accusé au centre de détention des CETC a ausculté Ieng Sary ce matin. Il a constaté que celui-ci était fatigué, qu'il souffrait de douleurs lombaires et il a recommandé à la Chambre de laisser l'intéressé suivre l'audience depuis la cellule temporaire par le biais des moyens audiovisuels. Ieng Sary, en raison de son état de santé, veut donc renoncer à son droit d'être présent dans le prétoire. Le médecin traitant a fait des recommandations tendant à ce qu'il puisse suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Compte tenu du fait que l'accusé peut communiquer avec sa défense, la Chambre fait droit à la demande présentée par Ieng Sary. La demande est donc accordée pour toute la journée. La régie est priée de brancher le matériel audiovisuel dans la cellule temporaire pour toute la journée. Ensuite, la décision de la Chambre concernant le document E172/27/3, qui est une demande de la défense de Noon Chea. La Chambre est donc saisie d'une demande de la défense de Noon Chea tendant à pouvoir utiliser un nouveau document durant l'interrogatoire du témoin TCW 490. Il est demandé que ce document soit produit devant la Chambre en application de la règle 87.4 du règlement intérieur. Il s'agit du document E172/27/3. À plusieurs reprises, la Chambre a souligné que les demandes de recevabilité de nouveaux éléments de preuve en application de la règle 87.4 doivent être présentées en temps utile. Lorsqu'un nouveau document concerne un témoin précis,
La demande d'admission d'un document doit généralement être déposée 2 semaines avant la déposition du témoin en question pour que la demande soit considérée comme ayant été introduite dans les délais, comme la Chambre l'a précisé dans son mémorandum E218. Le document que la défense de Nonchea entend produire devant la Chambre est dans le domaine public depuis avril 2009. La demande de la défense de Nonchea a été déposée le 3 août 2012, soit moins d'une semaine avant la date prévue pour la comparution du témoin TCW 490. La défense de Nonchea n'a pas expliqué à quel moment ni par quels moyens elle a découvert ce document, ce qui a empêché la Chambre de déterminer si la défense a agi ou aurait pu agir plus rapidement pour découvrir ce document. La défense de Nonchea n'a donc pas satisfait aux conditions fixées à la règle 87.4 du règlement intérieur, en conséquence de quoi la Chambre rejette cette demande. La parole est à présent à l'avocat des parties civiles qui a été désigné pour l'interrogatoire de ce témoin. Mais avant cela, je voudrais savoir de combien de temps vous pensez avoir besoin pour achever votre interrogatoire du témoin Song Si-keun. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs de la Cour, comme je vous l'ai indiqué hier, je n'aurai pas besoin de plus de 30 minutes pour interroger le témoin. 30 minutes, ça sera un maximum. Bonjour, Monsieur le témoin. Je vous remercie déjà d'être venu ce matin, malgré votre état physique quelque peu précaire. Nous allons poursuivre notre discussion qui s'est interrompue hier sur un malentendu, ou tout au moins sur un incident. Alors je voudrais revenir sur votre passage au ministère des Affaires étrangères, sur votre séjour au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez le souvenir que certains cadres régionaux transitaient par votre ministère? Premièrement, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous. Concernant le transit des cadres de base par le ministère des Affaires étrangères, je ne me souviens pas exactement de tous les détails. Merci, Monsieur le témoin. Ce ne sont pas les détails qui étaient importants, c'était de savoir s'il y avait des cadres qui transitaient. Mais vous pensez qu'il y avait effectivement à ce moment-là quelques cadres régionaux qui transitaient. Est-ce que vous savez à tout le moins ce qu'ils venaient faire au ministère des Affaires étrangères? Pourquoi passaient-ils par le ministère des Affaires étrangères? Personne ne m'a dit quelles étaient les raisons de leur transit par le ministère des Affaires étrangères. Toutefois, parmi les cadres de base, certains ont été désignés pour accomplir certaines missions diplomatiques au nom du Kampuchea démocratique à l'étranger. Il y a, Monsieur le témoin, certains cadres dont vous n'avez pas idée précise de la destination où ils sont partis. Vous ne saviez pas qui. Est-ce que vous saviez qui décidait, par exemple, du sort de ces personnes-là, qui décidait de leur affectation, qui décidait de leur départ du ministère des Affaires étrangères?
Comme je l'ai déjà dit, je ne savais pas. Ces cadres n'étaient pas placés sous ma supervision. Je vais aborder notre domaine, monsieur le témoin, concernant la situation des enfants, de ceux qui travaillaient au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'il était courant dans votre ministère que les enfants soient séparés de leurs parents? Bah, En général, et cela ne concernait pas que le personnel du ministère des Affaires étrangères, les enfants étaient séparés de leurs parents et séjournaient dans une unité différente. Monsieur le témoin, est-ce que ce système-là était pour vous qui aviez vécu à l'étranger, est-ce que ce système de séparation des enfants pour les mettre dans une unité, est-ce que vous acceptiez cela ou vous étiez contraint de l'accepter? Comment vous l'aviez vécu? Comment vous l'aviez vécu pour ceux qui travaillent au ministère des Affaires étrangères, cette séparation avec les enfants? Apparemment, il n'y avait pas de problème, car dans le centre où l'on s'occupait des enfants, la supervision était adéquate. La personne qui en était chargée s'occupait des enfants. Ma femme pouvait même aller rendre visite à nos enfants au centre où l'on s'occupait des enfants. Ce n'était donc pas trop strict. Est-ce que on peut dire, parce que je crois comprendre que l'éducation qui était accordée aux enfants était une éducation tout à fait normale, mais certains ont pu dire, est-ce que vous avez ce sentiment que c'était finalement un endoctrinement des enfants, les mettre dans une cellule à part pour leur éducation? Est-ce que c'était une éducation qui était à viser des intérêts du parti, du système en présence à l'époque? À l'époque, l'éducation n'était pas une de mes préoccupations. Je faisais confiance au parti. Je voulais que mes enfants s'engagent sur la même voie que moi, à savoir qu'ils aiment le pays, le peuple et qu'ils sacrifient tout au service de la nation, du peuple et de la révolution. Est-ce que après ces années, après des réflexions, après vraiment le temps passé, est-ce qu'on peut considérer que l'éducation qui a été donnée à ce moment-là a eu des résultats positifs sur les enfants de cette génération-là? Monsieur le Président, dois-je répondre à cette question? Elle me semble sans rapport avec l'objet de cette audience. Le Président, vous devez y répondre. Le témoin.
À l'époque, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. La période du Kampuchea démocratique n'a guère duré longtemps. En ce qui concerne l'éducation, le régime n'a pas duré suffisamment longtemps pour que l'on puisse apprécier les résultats du type d'éducation qui était prodigué. Merci pour votre réponse, monsieur le témoin. Je voudrais passer à une autre période, dans une autre région. Nous nous situons après les élections de 93. Et puis, il y a un événement qui intervient à la direction du commandement des Khmers rouges en juin 94. Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu quel était le commandement des Khmers rouges à cette époque, vers juin 94? Est-ce que vous avez une idée? Le président, je vous en prie, maître, allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à vous et bonjour à messieurs et mesdames de la Chambre. Bonjour également à l'ensemble des partis. Je me lève à ce stade pour faire une objection, puisque je ne pense pas que la question de mon confrère couvre le sujet du premier procès. Il n'y a pas de difficulté particulière si cette question ne couvre pas la période concernée. Je crois que j'ai fait le tour. J'avais prévu 30 minutes, mais je pense que j'ai fait le tour des questions principales que je voulais poser au sujet du ministère des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je ne vais pas abuser du temps de la Cour. J'en ai terminé. Le président. Merci. Est-ce que les juges ont des questions à poser à ce témoin? Juge Lavergne, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis donc le juge Jean-Marc Lavergne. Bonjour, Monsieur Song Si-Koon. J'aurais quelques questions à vous poser. Je voudrais d'abord vous poser des questions concernant le contexte historique et revenir un petit peu sur le Funk et le Grunk. Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur le témoin, si à votre avis, il existait une ligne politique claire et commune entre les différents groupes qui composaient le Funk? Ou bien est-ce que c'était une alliance qu'on pourrait qualifier d'opportunité, une alliance hétéroclite, et quel pouvait être le point commun entre les différents groupes constituant cette alliance? Quand on parle du Funk et du Grunk, le prince Sihanouk était chef d'État à l'époque et l'agenda était clair. Premièrement, dans le pays, le but était la libération. Pour se défaire de l'emprise des impérialistes américains et de leurs marionnettes, à savoir le régime de la République khmer. Concernant la construction du pays, il y avait un débat, il y avait des discussions. Sihanouk voulait une révolution socialiste, compte tenu du contexte historique, mais lors des débats au sein du Funk, et il faut dire qu'à l'époque, Pol Pot était encore à Beijing,
et que la Chine s'est opposée au terme de socialisme, mais voulait plutôt construire un pays neutre, indépendant et souverain. Concernant l'étranger, nous adhérions au principe de neutralité et de non-alignement. Il s'agissait de ne pencher ni vers le bloc socialiste, ni vers le bloc occidental de la CEATO. Autrement dit, la Thaïlande, le Pakistan, les Philippines, qui étaient tous dirigés par les Américains. D'après mes souvenirs, telles étaient les principales questions à l'époque. Est-ce que vous pensez que la vision que pouvait avoir le prince Norodom Sihanouk était la même que celle que pouvait avoir Pol Pot ou d'autres membres du PCK quant à l'avenir du Cambodge? Je ne sais pas exactement, mais d'après ce que j'ai pu observer, historiquement, et en tant que Cambodgien, j'estime que nous sommes nés Cambodgiens et que nous sommes fiers de notre pays, de notre histoire et de notre passé glorieux. Nous devons unir nos forces sans division de classe, sans discrimination raciale ou religieuse. Nous devons conjuguer nos efforts pour construire un pays prospère dans le cadre des frontières actuelles du Cambodge. Au cours des différentes étapes de l'histoire, il me semble que tous les dirigeants du Cambodge partagent ce point de vue, car ils aiment leur pays ainsi que leur peuple. Ce qui s'est produit par la suite n'a pas été le résultat direct de la volonté des membres du FUNC. Quant au prince Norodom Sihanouk, selon moi, il adhérait fermement à cette vision. Et je saisis cette occasion pour rendre hommage à Norodom Sihanouk. Je tiens à lui présenter des excuses pour ce qui s'est passé, pour ce que j'ai pu dire à son sujet ou au sujet du régime fantoche ou du régime oppresseur. Je lui formule mes meilleurs vœux de longue vie. Dois-je comprendre que vous nous affirmez aujourd'hui que le prince Sihanouk et Pol Pot partageaient exactement la même vision dans les années 70 à la suite du renversement du prince Sihanouk? En tout cas, c'est ce qui semble se déduire de vos propos. Aux yeux du public, était-il exact qu'il y avait 4 personnes véritablement importantes au FUNC? 3 en Chine, Sihanouk, Pen Nut et Ieng Sary, et 1 au Cambodge, Khieu Samphan. À l'époque et aux yeux du public, est-ce que c'était comme ça que pouvait apparaître le FUNC?
Monsieur le juge, pourriez-vous répéter le premier nom? Donc, j'ai dit qu'aux yeux du public, il y avait apparemment 4 personnes importantes au sein du FUNK, 3 qui étaient en Chine, à savoir le prince Sihanouk, Pen Nut et Ieng Sary, et 1 au Cambodge, qui était Khieu Samphan.ក្នុងពេលនោះជារណសេរមនុស្ស À l'époque, le membre principal du FUNK, c'était en fait Samdech Sihanouk, qui en était le chef. Il y avait bien sûr certains subordonnés, en l'occurrence Samdech Pen Nut, qui était un collègue de longue date et un vrai compatriote pour lequel j'avais un grand respect. Je le connaissais personnellement. Et à l'intérieur du pays, comme je l'ai déjà indiqué, il y avait trois personnes qui étaient respectées en général par les Cambodgiens et par les jeunes, à savoir Hun Nim, Huyon et Khieu Samphan. Ieng Sary n'était pas connu de grand monde à l'époque. Seuls les cercles intellectuels le connaissaient. Nous dire des relations entre Ieng Sary et le prince Norodom Sihanouk. Est-ce que c'est des relations qui ont connu des épisodes difficiles? Est-ce qu'il y a eu des incidents particuliers dont vous auriez été témoin? Ou est-ce que ça a été toujours une harmonie totale? Je ne connais pas de façon détaillée la façon dont ces deux personnes communiquaient. Je crois savoir que Samdech Norodom Sihanouk avait une vision claire. Il avait dirigé le pays et il avait conservé l'indépendance du pays. Il l'avait maintenu en paix pendant 15 ans, dans un contexte historique extrêmement complexe. Malgré la complexité géopolitique, avec tous les dangers que cela impliquait à l'époque. Et cela, ça a été un véritable exploit de la part du prince Norodom Sihanouk. Il avait été en mesure de maintenir la paix durant 15 ans. Répondre à ma question, s'il vous plaît. Ma question est précise. Les incidents entre le prince Norodom Sihanouk et Ieng Sary pendant que tous les deux étaient à Beijing. Est-ce que vous vous souvenez en particulier d'une visite conduite par le prince Sihanouk dans les pays européens et dans certains pays africains en 1973? Et est-ce que cette visite s'est déroulée dans de bonnes conditions s'agissant de ces deux personnes? Ça va au-delà même de ce que vous avez indiqué, monsieur le juge. Je ne pourrais pas décrire le rapport personnel
qui existaient entre eux au niveau interpersonnel, mais au niveau officiel, il fonctionnait très bien. Par exemple, au cours de la tournée des pays étrangers, des tournées à l'étranger auxquelles je participais parfois, je n'ai jamais remarqué d'incident ou de problème. Il semblait qu'il n'y avait pas de problème. Une seule chose aurait pu poser problème, c'était qu'en 1973, vous êtes peut-être au courant, monsieur le juge, du fait qu'une conférence s'était tenue à Paris, et cette conférence portait sur les rapports entre les États-Unis et la République socialiste du Vietnam et visait à négocier les accords de paix de Paris. À l'époque, le Vietnam et les États-Unis désiraient que le FUNC prenne part à cette conférence. Or, après consultation et coordination avec l'ancienne administration de Lon Nol, alors, en ce qui concerne les forces de résistance qui étaient au Cambodge et qui étaient représentées par Ieng Sary au Cambodge, celles-ci se sont opposées à la réconciliation entre le FUNC et l'ancienne administration de Lon Nol. Et si j'ai bon souvenir, le prince Norodom Sihanouk avait marqué son accord avec la position de M. Ieng Sary sur cette question. Donc, fondamentalement, le prince Sihanouk et Ieng Sary étaient d'accord sur les questions de solidarité nationale dans le pays. Bien entendu, il est possible qu'il y ait eu des accrocs dans leur rapport, mais je ne serais pas en mesure de les décrire parce que ça se passait au niveau personnel. Mais si on prend le panorama général de la résistance, il y avait un accord entre eux pour une résistance sans négociation, sans réconciliation, sans accord avec les forces anciennement dirigées par Lon Nol. Or, il n'a pas été obtenu au terme d'une longue période d'observation et de méfiance. Est-ce que justement on ne craignait pas que le prince Sihanouk trouve finalement qu'il était préférable, peut-être dans l'intérêt de tout le monde, d'arriver à un compromis? Et est-ce que ce n'est pas en définitive justement, on peut peut-être appeler ça une tendance dure, qui a finalement réussi à orienter les choses? Je pense que ceci dépasse le champ de mes connaissances parce que je n'étais pas un membre de l'intérieur de la direction. Tout ce que je pourrais dire à la Cour porte sur la situation de l'équipe avec laquelle je travaillais. Je peux aussi dire à la Cour ce que je pensais, en règle générale, de la situation à l'époque, afin de garantir notre souveraineté nationale et notre indépendance, et pour pouvoir élever le niveau de vie de la population du Cambodge par rapport à ce qu'il était à l'époque, il nous fallait réussir à réaliser le socialisme. Cette ligne politique n'était qu'une cible de principe. Ultérieurement, nous nous sommes
rendu compte que cette voie vers la prospérité nous était fermée, et c'est pourquoi nous avons marqué notre accord. Pour dire que la voie que nous avions suivie jusqu'alors ne pouvait plus être suivie et qu'en outre elle mettrait en danger le pays, qu'en particulier elle saperait les efforts des anciennes forces de résistance. Nous nous sommes donc mis d'accord pour ne plus continuer à suivre cette voie. Cependant, j'aimerais également insister sur le fait que nous n'avions pas peur que le régime Khmer Rouge revienne au pouvoir un jour ou l'autre. Ceci n'étant pas possible car le passé que nous avons traversé a été une telle tragédie et a fait tellement de mal au pays. Par analogie, on peut dire que chat échaudé craint l'eau froide. Et je crois que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour vivre sous l'administration actuelle, que ce que nous avons réussi à réaliser jusqu'à maintenant est un facteur de fierté pour la population du Cambodge et que nous pouvons tirer la conclusion que nous sommes en bonne voie, qu'il faudrait donc continuer à œuvrer ensemble. Il ne faut plus remuer les problèmes et essayer d'éviter les conflits et l'hostilité interne qui risqueraient d'amener le pays au bord du désastre. Bien, monsieur le témoin, je n'ai pas voulu vous interrompre, mais je vous demanderai de bien vouloir répondre directement à mes questions et d'éviter des commentaires personnels qui, pour aussi intéressants qu'ils soient, ne paraissent pas être en rapport avec la question que je vous pose. Je voudrais maintenant qu'on en vienne un petit peu à votre rôle au service d'information du GRUNC. Pourriez-vous me dire quel type d'informations vous receviez et suivant quel canal? Alors, je parle aussi bien des informations. Lorsque je suis entré en fonction au service information et propagande du FUNC basé à Pékin en Chine, je recevais des informations émanant de sources diverses, y compris les agences de presse ou d'information étrangères. Et il y avait fondamentalement trois sources principales. En premier lieu, l'AFP, donc agence France Presse, agence française. Deuxièmement, l'agence d'information Seymour basée en Chine, qui en fait était l'agence de presse chinoise. Et troisième source, les informations internes que je recevais du champ de bataille. Donc je recevais des informations qui émanaient de l'agence d'information vietnamienne. Plus précisément, en ce qui concerne les informations provenant du champ de bataille, vous étiez au courant de l'évolution de la situation militaire au Cambodge, de l'évolution des combats, des zones qui étaient libérées? De quoi étiez-vous au courant?
quel type d'informations vous recevez? C'est des informations d'ordre militaire? En ce qui concerne les informations d'origine militaire, en fait, c'était la voix du FUNK qui diffusait à partir de Hanoï. Ça, c'était en fait le canal d'information sur la situation militaire au niveau local. Nous avions aussi l'agence AKI pour les informations internes qui étaient également diffusées à partir de Hanoï. À partir de ces informations, il était possible de comprendre que lorsqu'une ville était prise, lorsqu'elle tombait dans la zone libérée, cette ville était évacuée de sa population. Monsieur le juge, à ce moment-là, je n'étais pas au courant que la population était évacuée quand les forces de résistance libéraient certaines régions du pays. Je n'ai appris qu'il y avait ces évacuations que lors de mon retour au Cambodge. À ce moment-là, j'ai pu observer que des personnes qui étaient évacuées de Phnom Penh, et en particulier celles qui avaient vécu dans la zone métropolitaine, étaient différentes, et donc ils avaient été relocalisés le long de la rivière Sesan. J'aimerais également essayer d'expliquer la situation. Je ne sais pas et je ne savais pas si Ieng Sary était au courant des évacuations, mais d'après ce dont je me souviens, lorsque j'étais à Hanoï, la voix du FUNK basé à Hanoï était le lieu où M. Ieng Sary a créé un cours de formation, et c'est là qu'il nous a indiqué que lorsque le Cambodge serait libéré, en tant que force de résistance, il nous fallait vivre en commun avec la population de Phnom Penh, respecter l'étiquette et les habitudes ou les us et coutumes, adhérer à une norme morale élevée, etc. Il n'y avait aucune indication, aucune information émanant de lui selon laquelle la population serait évacuée de Phnom Penh. Pas du tout. Voilà ma réponse à votre question, monsieur le juge. Donc, et vous me direz si je me trompe, j'en déduis que de l'ensemble des informations que vous avez reçues tant à Pékin qu'à Hanoï, il ne pouvait en aucun cas se déduire que les villes qui étaient prises par les forces de libération, que ces villes-là étaient évacuées. En aucun cas. Ce type d'information ne transparaissait à aucun moment. Oui. D'après les sources d'informations dont nous disposions, nous n'étions pas en mesure de savoir s'il y avait une évacuation des populations urbaines. On va avancer un petit peu. Maintenant, je voudrais revenir sur la période au cours de laquelle vous-même, vous rentrez au Cambodge. Vous avez indiqué avoir été, avoir séjourné dans un endroit qui s'appelle B20. Et si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, vous avez dit y avoir subi une rééducation. Est-ce exact?
À Bévin, je n'ai fait que transiter. Là, j'ai rencontré le directeur du bureau qui s'appelait Poum. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il était le frère consanguin de l'ancien dirigeant dont le nom m'échappe. Est-ce que c'était Chenda ou Kaomoni? Mais en fait, le directeur de Bévin, c'était Poum. Je n'ai suivi aucune rééducation là-bas. J'ai également indiqué dans mon projet de dissertation ou de thèse que lorsque je participais aux réunions, c'était aux réunions quotidiennes, ma tâche à ce moment-là était d'assurer la plantation de bananes. Donc ce n'était pas de la rééducation. Non. Non, je n'ai pas été rééduqué là-bas. Alors, Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse présenter aux témoins un document qui figure au dossier et qui porte la cote IS.6.9. Il s'agit d'un document qui s'intitule en français La vraie nature à propos de la maîtrise et de l'application de la ligne politique et du rassemblement des forces du Front National Démocratique par le parti. Voilà, donc ce document porte les références ERN en Khmer 000 72 400 à 407, en français 00 61 15 66 à 70 et en anglais 00 24 42 74. Voilà, donc Monsieur le Président, est-il possible de présenter ce document en Khmer aux témoins? Oui. L'huissier d'audience va présenter ce document aux témoins afin qu'ils puissent le consulter. Voilà, je précise que ce document se présente sous la forme d'une directive et que c'est un document qui est mentionné dans plusieurs notes de bas de page de l'ordonnance de clôture, et notamment dans les notes de bas de page « 4456 et 4457. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord un premier passage qui est à la page 2 en français et à l'ERN 00 24 42 75 à 00 24 42 76 en anglais et en khmer, donc l'ERN 000 72 402 à 403. Alors je ne sais pas s'il est possible de montrer ce document à l'écran.
បាទមានបង្ហាញរួចហើយបាទសូមជួយតំណាងតែបញ្ញា Merci, Monsieur le Président. Monsieur le juge, ce que nous avons à l'écran, ce que nous avons trouvé, c'est la référence IS 6.2 et j'ai cru entendre 6.9. Donc pour la transcription, je pense qu'on pouvait corriger. Merci. Autant pour moi, effectivement, c'est 6.2. Voilà, je vais donner lecture du premier paragraphe ou de la première partie de l'extrait qui m'intéresse, qui dit ceci. En ce qui concerne l'extérieur du pays, de quelle façon les choses ont-elles changé? À l'extérieur du pays, il y a aussi énormément de changements dont les caractéristiques sont les suivantes. Premièrement, les gens du front extérieur ont dû revenir vivre à l'intérieur du pays. Ils ne vivent plus à l'extérieur. Cela veut dire que nous avons clôturé cette organisation dirigeante à l'extérieur du pays facilement et sans qu'il n'y ait aucun impact négatif sur le monde. Mais bien au contraire, notre influence dans le monde s'est trouvée accrue. Le monde n'a jamais imaginé que cela allait se passer ainsi. Deuxièmement, une fois que les gens du front sont rentrés au pays, nous avons pu les prendre en main, fermement, à compter de Pennout, et cela jusqu'en bas. Les forces de ce front extérieur ne sont pas encore toutes revenues, mais elles ne cessent d'affluer. Même Sihanouk, nous avons pu le prendre en main parce qu'il n'avait plus rien, plus d'économie et plus de pouvoir. Par conséquent, il était obligé de dépendre entièrement de nous, matériellement et politiquement. S'il fallait comparer, il a encore de l'influence plus que les autres. Avant, nous osions dire que s'il nous quittait, il devait mourir. Mais maintenant, nous l'avons bien en main, plus qu'avant, parce que nous avons vaincu les ennemis. Tout nous appartient à présent. Tout dépend de nous, même le palais royal. Il nous appartient. Cependant, nous pouvons coopérer facilement avec lui. De nos jours, il voit bien qu'il peut vivre avec nous. Si c'est ainsi, il en est satisfait, à condition qu'il puisse rester au pays un certain temps et aller à l'étranger un certain temps. Ceci est une situation qui nous donne du temps pour consolider et développer nos forces. Et dans le futur, s'il changeait d'avis, nous le considérerions comme une escarre qui devrait tomber toute seule, sans que personne ne l'ait touchée et sans aucune souffrance. Il ne s'agirait pas d'un abcès ou d'une lésion. Nous ne nous faisions aucun souci et cela ne peut que jouer pour nous, dans l'absolu. Par conséquent, faire marcher le front avec ces gens ne rencontre aucune difficulté, et cela depuis Pennout même. Et avec Sihanouk, il faut faire un peu de politique, mais ce n'est pas aussi difficile qu'à l'étranger. De nos jours, nous lui donnons même à manger. Voilà, est-ce que c'est un document que vous avez déjà vu, monsieur le témoin, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je n'avais jamais vu ce document auparavant. Donc je ne peux pas faire de commentaires à son sujet. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនឹងជំរាបបានគឺថា Néanmoins, je peux partager avec la Cour le fait que cette politique était la politique du moment.
selon vous, cette directive correspond bien à une réalité politique vécue pendant le Kampuchea démocratique? Oui. Oui, ça correspondait à la politique en place à l'époque. Alors, je vais lire un autre extrait qui figure à la page 4 en version française. Je crois que c'est la même chose également en version anglaise. Et cet extrait dit ceci. Quant à ceux de l'extérieur, donc on parle des Cambodgiens qui vivent en dehors du Cambodge. Quant à ceux de l'extérieur qui ont demandé à revenir au pays, ils vivent en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Ce sont tous des intellectuels. Notre principe consiste à les rassembler au maximum. Mais par quels moyens vont-ils venir? Cela les regarde. Nous devons rassembler ces gens pour qu'ils ne restent pas à l'étranger, ce qui nous ferait perdre sur le plan politique. Ils ont dit que nous ne les rassemblions pas. Les Américains ont pu envoyer un certain nombre d'entre eux. S'ils venaient, qu'est-ce que nous leur dirions de faire? Ils vont faire du travail physique. S'ils étaient venus en 72, 73 et 74, ils devaient faire du travail physique aussi. S'ils venaient maintenant, ils devraient faire du travail physique également. Ces forces ne sont que des forces secondaires seulement. Cependant, il faut également les entraîner et les former dans la nouvelle société et dans le nouveau mouvement. Voilà. Est-ce que, en clair, ça ne signifie pas que tous ceux qui doivent revenir doivent nécessairement subir une rééducation et que cette rééducation passe par le travail, et le travail, entre guillemets, physique? Président. Monsieur l'huissier, faites en sorte que le document ne soit plus affiché à l'écran et que le document imprimé soit repris au témoin. Réponse. Oui, c'était le cas, parce que les intellectuels devaient passer par une phase de rééducation et de travail manuel tel que l'agriculture, et en même temps, ils devaient suivre la formation politique et d'élévation du niveau de conscience. Et cette nécessité d'élévation de conscience par le travail, elle était expliquée aux intellectuels qui envisageaient de revenir au Cambodge? Ou bien est-ce qu'on leur a présenté les choses comme étant tout à fait merveilleuses et ne nécessitant pas de tels efforts? Je ne savais pas si avant leur retour au Cambodge, ceux qui étaient responsables du front ou du parti leur avaient donné des instructions précises. Alors que j'étais à Pékin, en attendant de rentrer au Cambodge,
Moi-même et quelques autres intellectuels, nous avons essayé de travailler. Nous nous sommes aussi entraînés physiquement en nous préparant à travailler de nos mains et à marcher sur de longues distances. Nous nous étions déjà préparés mentalement, psychologiquement, mais pour ce qui est du travail manuel, nous n'étions pas prêts de la même manière. L'idée, c'était qu'en arrivant au Cambodge, nous devions être capables de nous livrer à un tel travail physique. Alors, je précise que cette directive est datée du 22 septembre 1975 et que, au cours du même mois, M. Ieng Sary a notamment séjourné à Paris ainsi qu'à New York, où il a assisté à l'Assemblée générale des Nations unies et, semble-t-il, il a fait un certain nombre de déclarations. Est-ce que vous l'avez accompagné ou est-ce que vous avez suivi le voyage qu'il a effectué en France et aux États-Unis? Et est-ce que dans votre souvenir, M. Ieng Sary a parlé de cette éventualité d'un travail physique nécessaire à l'arrivée de tous les intellectuels? À cette époque, je l'ai accompagné. Nous sommes passés par Paris pour qu'il puisse assister à la réunion de l'Assemblée générale à New York. Mais je ne me souviens pas de l'objet de sa rencontre avec les étudiants à Paris. C'est une perte de mémoire, monsieur, ou c'est parce que vous n'y étiez pas? Ou parce que vous ne voulez pas vous souvenir? Monsieur le juge, est-ce que vous insinuez que je ne veux pas en parler? À ma connaissance, je suis celui qui en dit le plus au sujet des Khmers rouges. Jusqu'ici, aucun autre intellectuel n'en a dit autant que moi sur les Khmers rouges. Je n'ai rien à gagner en m'exprimant. Je veux juste que les gens comprennent ce qui s'est produit. Mon but n'est pas de trouver des circonstances atténuantes pour d'autres. Si vous me connaissez personnellement, monsieur le juge, si vous connaissez mon parcours, et ici je ne veux pas en parler dans le prétoire, mais si vous me connaissiez, vous sauriez que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il sait. Il s'agit plutôt d'une perte de mémoire. Cela remonte à 30 ans, à près de 40 ans. Je ne me souviens pas qu'il ait eu une réunion à Paris à laquelle moi-même j'aurais assisté. Comme je l'ai dit, invités ou non, les étudiants auraient participé, car le mouvement estudiantin était très vigoureux à l'époque. C'est tout ce dont je me souviens. Quand nous sommes arrivés au Cambodge, certains d'entre eux ont connu certaines difficultés. Et il y en a eu d'autres qui ne sont pas rentrés au Cambodge. Je connais bien certains d'entre eux.
Ceux qui ne sont pas rentrés, c'étaient ceux qui accompagnaient toujours le Premier ministre dans tous ses déplacements. Donc, en fait, ce sont ceux qui essaient actuellement de reconstruire le pays. Je les connais tous. Monsieur le juge, est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils disent à mon propos? Ils disent toujours qu'ils se moquent de la couleur politique. Ils disent que moi, je me moque de la couleur politique, que je fais mon travail et que donc je pourrais travailler pour n'importe quel régime. Mais à l'époque, mon avis était le contraire. Mon avis était que, premièrement, nous étions les experts. Il y a donc eu une contradiction avec ces gens. C'est un avis personnel, mais je veux vous en informer. Il y a le docteur Tong Nguyen, ou plutôt Kong Nguyen, qui a vécu au Vietnam du Sud, comme Ieng Sary à l'époque. Nos avis étaient divergents parce que lui soutenait le régime de Lon Nol. Cela étant, quand j'étais à Malay et que je traversais des moments difficiles, parce que j'ai dû me faire opérer à Bangkok, brusquement, il m'a donné un coup de téléphone, par surprise. À l'époque, il était à Paris. Je ne savais pas qu'il était arrivé à Phnom Penh. Monsieur le Président, je voudrais préciser que la personne qui m'a sauvé, ce n'était pas un cadre Khmer Rouge, c'était en fait un ennemi politique. Quelle en est la raison? En réalité, ça s'est fait par le biais d'un de mes amis, un ressortissant français. Monsieur le juge, vous aussi vous êtes français, et voilà donc ce qui m'est arrivé. Si je dis tout cela, c'est pour que vous puissiez comprendre. En tant que Cambodgiens, nous devons réfléchir à notre nature, quoi qu'il arrive, nous allions bien sûr toujours soutenir les Khmers. Je ne sais pas encore combien de temps je vais vivre. Le président interrompt. Monsieur le témoin, je crois que cela suffira. La Chambre vous rappelle qu'il faut écouter attentivement les questions et d'y répondre précisément. Si vous continuez de faire des observations sans rapport avec l'objet des questions, la Chambre vous rappellera à l'ordre et vous devrez encore répondre à un grand nombre de questions. Seules 2 parties vous ont déjà interrogé. Maintenant, c'est le tour des juges. Essayez de garder des forces. Si vos observations sont sans rapport avec l'objet du procès, elles ne seront pas prises en considération. Et elles ne nous aideront pas à trouver la vérité. Dans le cadre de la procédure, toutes les parties s'emploient à trouver la vérité en fonction de leurs obligations en qualité de partie au procès. Chaque partie a un rôle
à jouer en vue de rassembler des éléments de preuve à charge et à décharge. Je vous prie donc de bien vouloir limiter vos réponses à la question posée. Monsieur le témoin, j'ai d'autres questions à vous poser. Je souhaiterais que vos réponses soient les plus concises que possible et les plus directes que possible. Selon vous, combien d'habitants résidaient à Phnom Penh pendant la période du Kampuchea démocratique? Il n'y a pas de document à ce sujet, mais j'en ai entendu parler, j'ai entendu citer le chiffre, et en gros c'était 2 millions d'habitants à Phnom Penh. Alors, je pense qu'il y a eu un problème de traduction, parce que je pense que le chiffre de 2 millions que vous venez d'indiquer, c'était le chiffre du nombre d'habitants au moment de la chute de Phnom Penh. Moi, la question que je vous posais, c'était le nombre d'habitants pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire après la libération de Phnom Penh. Le président. Il n'y a pas de problème de traduction. Le témoin a dit clairement qu'il y avait 200 000 habitants. Il y a une énorme différence entre 200 000 et 2 millions. Le témoin n'a pas à répondre à nouveau à la question. En Khmer, il a dit approximativement 200 000 habitants. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez, Monsieur le témoin, nous en dire un peu plus sur l'ambiance qui pouvait régner au ministère des Affaires étrangères pendant la période du Kampuchea démocratique. Vous avez déjà beaucoup parlé des gens qui avaient disparu, des gens qui avaient pu être arrêtés, mais est-ce que, par exemple, vous êtes au courant de cas de personnes qui se seraient suicidées? D'après mes souvenirs, il y a eu un cas de suicide. La personne en question était d'ethnie Jaraï. C'était un chef de département sous la supervision de Khoi Thuon, lequel était le chef de la zone nord. Khoi Thuon, par la suite, a été liquidé. Je ne me souviens pas du nom de cette personne. Il était venu travailler au ministère des Affaires étrangères et je ne savais pas exactement quelles étaient ses fonctions. Néanmoins, j'ai assisté à une réunion destinée à ceux qui étaient responsables envers le parti. Autrement dit, il ne s'agissait pas nécessairement de membres du parti. Il y avait Ieng Sary, Sohong, Phiphoon, et peut-être aussi Madame Sosé qui était secrétaire. À l'époque, cette personne a été vivement critiquée, car elle était proche de Khoi Thuon, lequel avait été éliminé. Ieng Sary et moi-même ne
l'avons pas vraiment critiqué vivement, mais c'était plutôt ses proches collaborateurs qui l'ont critiqué le plus âprement et qui ont demandé qu'il fasse son autocritique. Mais il n'a pas répondu aux critiques qui lui étaient adressées. Et par la suite, d'après ce qu'on a dit, il se serait suicidé. Tout semblait concorder car il s'agissait d'un jaraï qui avait une forte conscience de soi. Dans la même situation, j'aurais peut-être fait de même. Ceux qui étaient proches de nous nous critiquaient vivement, alors on pouvait se demander quel était le but de continuer à vivre. À ma connaissance, ça a été l'unique cas de suicide. Le président, maître, je vous en prie. La défense, merci. Un éclaircissement. En anglais, nous avons entendu 200 000 et nous croyons comprendre que le témoin aurait dit 20 000. C'était en réponse à la question précédente. Nous avons d'abord entendu 2 millions, puis en anglais ça est sorti comme étant 200 000. Or, le président a apporté une correction et il a dit qu'en Khmer c'était très clair et qu'en Khmer c'était 20 000. Peut-être que nous aurions besoin d'un éclaircissement au fin de la transcription, parce que ceci affecte la crédibilité du témoin. Monsieur le témoin, afin d'éclaircir ce point, parce qu'effectivement en français nous n'avons pas entendu dire que la population serait de 20 000 habitants, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, selon vous, quel était le nombre d'habitants, de personnes habitant à Phnom Penh pendant la période du Kampuchea démocratique? Comme je l'ai dit, il y avait environ 20 000 habitants. Il ne s'agissait pas de civils ordinaires. Il s'agissait essentiellement d'ouvriers, de soldats ou de fonctionnaires en quelque sorte. Sur la question du nombre de personnes habitant à Phnom Penh ou plus généralement habitant au Cambodge, est-ce que vous savez si les autorités du Kampuchea démocratique ont fait procéder à des recensements de population? Est-ce que vous savez si on a demandé aux zones, aux coopératives, d'indiquer le nombre de personnes habitant dans leur zone ou dans les coopératives? Il n'y avait pas de recensement. Les statistiques étaient établies sur la base des biographies qui étaient rédigées. Sur un autre sujet, monsieur le témoin, au cours de votre travail au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous avez été informé de ce que certains pays étrangers ou certaines institutions internationales auraient offert aux représentants du Kampuchea démocratique soit des aides financières, soit des aides alimentaires en faveur de la population du Cambodge? Est-ce que vous avez été informé de ce type d'offres?
En 1975, $5 millions américains ont été offerts au Cambodge par l'OPEP. L'interprète signale que c'est ce qu'il a entendu. Il s'agissait d'une subvention sans condition. Au ministère des Affaires étrangères, Ieng Sary a dit que cela n'impliquait aucune question politique parce que l'OPEP comportait des pays membres qui étaient riches et que nous pouvions accepter cette offre. Et a-t-elle été acceptée? Nous n'avons pas accepté parce que Pol Pot l'a rejeté. Est-ce que vous savez, monsieur le témoin, si au cours de cette même période, des organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International ou la Fédération internationale des droits de l'homme, ont été amenées à prendre contact avec les responsables politiques du Kampuchea démocratique? Je n'en sais rien. S'il y a eu des contacts, ça s'est peut-être fait via Paris ou New York. Donc, je ne sais pas si des représentants ont été contactés ou non. Cela ne relevait pas de mes responsabilités. Dans le cadre de vos responsabilités, avez-vous été en contact avec le bureau 870? Et quel était le type de contact que vous aviez et qui étaient vos interlocuteurs? Il n'y a pas eu de contact de cette nature, car il s'agissait de deux entités différentes. D'une part le parti, d'autre part l'administration. Vous n'avez jamais envoyé de documents au bureau 870. Vous n'avez jamais envoyé d'articles au bureau 870. Vous n'avez jamais envoyé de traduction au bureau 870. Peut-être que des documents ont été envoyés au bureau 870 dans le cadre de ma section, mais personnellement, je n'ai pas envoyé de documents à ce bureau. Peut-être que mes subordonnés l'ont fait, parce qu'il fallait respecter une certaine filière hiérarchique. Et vous, à qui remettiez-vous votre travail alors, monsieur? Qui est-ce qui supervisait votre travail? À l'époque, mon supérieur était Ieng Sary. Donc tout ce que vous prépariez était transmis à monsieur Ieng Sary et à personne d'autre. Ça dépendait de la tâche en question. Pour certaines tâches, c'est Pol Pot directement qui l'a signé à moi-même ou à ma section.
Dans ce cas-là, rien ne passait par Ieng Sary. Et alors, comment faisiez-vous pour transmettre vos documents à Pol Pot? Cela passait par le secrétariat, dont Madame Saucet était chef. Elle était aussi secrétaire pour le parti. Dans le cadre de votre activité au service de la propagande et de l'information du ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous aviez en charge d'effectuer la revue ou l'analyse de la presse étrangère, et en particulier de la presse étrangère dans laquelle paraissaient des articles concernant le Kampuchea démocratique ou les dirigeants du Kampuchea démocratique? Il y avait un magazine ou un magazine illustré, mais cela n'était pas établi par ma section. Peut-être que c'était d'autres cadres du ministère des Affaires étrangères qui participaient à la publication, mais cela ne relevait pas de ma section. Est-ce que, selon vous, lorsque M. Ieng Sary était interviewé à l'étranger, il demandait ensuite à ses services de vérifier ou de rechercher ce qui avait été publié à la suite de cette interview? Non, si une interview était accordée à un journaliste, le texte de cet entretien n'était pas publié dans le pays. Si cela était publié, cela se produisait ailleurs et non pas dans ma propre section. Vous n'avez pas bien compris ma question, monsieur le témoin. Ma question est la suivante. Quand M. Ieng Sary était interviewé par un journaliste à l'étranger et que cette interview était publiée dans un journal à l'étranger, est-ce que M. Ieng Sary demandait ensuite à ses services de vérifier et éventuellement de lui transmettre le contenu de l'article publié? Est-ce que ma question est claire? Comme je l'ai dit, ça ne passait pas par ma section. Si l'interview avait lieu à l'étranger, j'en étais informé par la publication dans les journaux. Alors, est-ce que, par exemple, des articles qui ont pu paraître dans des journaux comme Der Spiegel en Allemagne ou l'Expresso en Italie, ce sont des articles que dont vous avez pu être informé? Non, je n'étais pas informé. Je vous remercie beaucoup, monsieur le témoin, pour votre patience et pour les réponses que vous avez bien voulu nous apporter. Je n'aurai pas d'autres questions à poser au témoin, monsieur le président. Le président, je vous remercie, juge Laverne. Le moment est venu
de suspendre la séance pour procéder à la pause du matin. Nous nous retrouverons à 11h moins 10. L'huissier d'audience veillera à ce que le témoin et son avocat puissent trouver un lieu où se reposer pendant la pause et être de retour à 11h moins le quart. La séance est levée.